Belle personne consciente, ici Mel Goyer et aujourd'hui j'avais envie de vous partager un peu de mes croyances sur la maladie, puis quelques trucs dont on entend rarement parler. Les médecins puis la loi spéciale font bien jaser dans l'actualité, puis j'ai remarqué que les gens malades se manifestent souvent en commentaire. Donc ça m'a donné envie de vous parler de ce que je pense de tout ça. Je le sais d'avance que cette vidéo risque de froisser certaines personnes, voire même les fâcher. Mais c'est correct, je suis prête. D'entrée de jeu, je tiens à mentionner que ceci n'est pas un avis médical. OK, YouTube, c'est pas un avis médical pantoute, là. C'est juste mon opinion, mes croyances, puis quelques infos qui s'éloignent du narratif principal. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une théorie que j'ai adoptée très jeune, du pouvoir des croyances et celui aussi des émotions. Je vais aussi aborder le sujet délicat des enfants malades et des maladies héréditaires. Je vais aussi vous partager quelques expériences personnelles de guérison et d'autres cas complètement fascinants de libération émotionnelle qui ont mené à une guérison spontanée. Donc, vous prenez ce qui fait du sens pour vous, puis c'est tout. Si vous n'aimez pas ce contenu, Internet est grand. Il n'y a personne qui vous retient ici. Vous êtes libre. Mais pour ceux que ça intéresse, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à commenter dans le respect. On a le droit de ne pas être d'accord, il n'y a pas de problème. Mais ne confondez pas la liberté d'expression avec mon obligation à lire vos insultes. Je vous avertis, là, j'ai le bouton bloc bien facile de ces temps-ci. Alors, si vous êtes prêts, voici le 13e épisode de Mel Goyer en liberté. Premièrement, j'aimerais dire que j'éprouve beaucoup de compassion pour les gens malades. C'est vraiment pas cool d'être malade. Mon but avec cette vidéo, c'est pas de minimiser vos douleurs ou de banaliser vos symptômes. J'ai juste envie d'amener un point de vue différent, qui s'éloigne du narratif dominant. Par contre, on va se dire les vraies affaires. Au Québec, on aime ça parler de nos bobos. On a juste à penser durant la pandémie. Les gens avaient l'air contents de dire qu'ils étaient malades sur les réseaux sociaux, comme s'ils s'identifiaient à la maladie, comme si ça leur donnait de l'importance d'être malade. Deuxièmement, ce que je m'apprête à vous partager aujourd'hui, je le sors pas de mon chapeau. J'ai eu la chance d'avoir une mère vraiment avant-gardiste, puis j'ai été élevée de cette façon-là, avec cette philosophie-là. Donc, avec les années, j'ai eu l'opportunité de la mettre en pratique et d'observer plusieurs cas qui venaient prouver cette théorie. Mais encore une fois, mon but, c'est pas de convaincre personne. J'avais juste envie de vous montrer que la dimension psychique et spirituelle, en plus de l'état intérieur, pouvait jouer un rôle puissant dans le processus de guérison. Puis troisièmement, ça vous coûte absolument rien d'essayer ce que je vais vous parler aujourd'hui. Le pire qui puisse arriver, là, c'est que vos croyances bloquent le processus puis que ça ne marche pas pour vous. C'est tout. Donc, vous n'avez rien à perdre à garder un esprit ouvert. Je vais commencer par expliquer brièvement la théorie. Ton corps te parle. Il parle peut-être pas français, mais il a son propre langage pour te transmettre des messages. Selon mes croyances, les symptômes, c'est des petits messagers qui viennent t'apporter un message important. Donc, pour moi, vouloir les atténuer ou les faire disparaître, c'est pas la solution. Ça peut faire du bien sur le coup, là, mais par la suite, à long terme, c'est pas l'idéal. Moi, je me rappelle plus la dernière fois que j'ai eu la grippe. Je devais être enfant, là, parce que ça fait trop longtemps. Mais ça arrive des fois, bien rarement, que j'ai des petits bobos. Donc, quand ça arrive, je me pose la question, à quoi sert la partie du corps qui est affectée? J'ai mal aux oreilles, ça sert à quoi une oreille à entendre? Y a-t-il quelque chose que j'ai de la misère à entendre? J'ai mal à l'estomac, problème de digestion. Y a-t-il quelque chose dans ma vie, une situation que j'ai de la misère à digérer? Des fois, j'ai des feux sauvages. C'est pas parce que j'ai frenché, là, parce que ça fait longtemps que j'ai pas frenché. Ouh! Mais souvent, c'est parce qu'il y a soit une parole qui m'est restée, qui me brûle les lèvres, ou soit parce que je trouve que j'ai trop parlé. Des fois aussi, j'ai mal aux épaules. Mais c'est parce que je m'en mets beaucoup sur les épaules. Bon, là, je vulgarise, je caricature, mais vous comprenez l'idée? Si j'ai un accident, par exemple, je vais me cogner un orteil, première question que je me pose, c'est à quoi je suis en train de penser? Puis des fois, c'est bien subtil, hein? Plus qu'on pratique, plus qu'on est capable d'attraper la petite pensée qui est passée super vite, là. Puis quand je suis capable de l'attraper, souvent, je me rends compte que j'étais en train de me juger, que je me culpabilisais.
pour X raisons, donc inconsciemment, je me punis. Boum, me pète la petite orteille. Il y a 2 livres qui m'ont beaucoup aidé à développer cette théorie, cette philosophie, cette façon de vivre. Le premier, Lise Bourbeau, Ton corps te dit « aime-toi ». Et le deuxième, de Jacques Martel, Le grand dictionnaire des malaises et maladies. Les 2 vont répertorier toutes les maladies en ordre alphabétique. C'est pas un livre que tu lis de A à Z. C'est un livre de référence. Quand tu as une maladie, tu vas voir c'est quoi. Il y a le blocage physique qui t'explique qu'est-ce que cette maladie. Il y a le blocage émotionnel, la cause, le pourquoi tu as ça. Et le blocage mental, qui est comme la solution, comment faire pour transcender cette maladie. Leurs 2 approches sont complémentaires, puis ils voient la maladie comme le mal a dit. Le mal a dit quoi? Maladie, mal a dit. Ben, la maladie, c'est toujours un signal que notre corps physique nous envoie pour nous ramener à l'ordre, pour nous faire devenir conscients de choses qu'on ne veut pas voir de nous autres. Puis c'est pour ça que le corps physique, ça, je l'ai déjà dit, je suis sûre qu'à plusieurs reprises, est le reflet de ce qui se passe au plan émotionnel et mental. Et puis, il est aussi le reflet de notre degré d'amour qu'on a pour soi. Puis le vrai message, ben, pour savoir découvrir justement ce que notre corps est en train de nous dire, ce que la maladie nous dit, c'est de regarder qu'est-ce qu'elle empêche, la maladie. Comme ça qu'on va savoir, parce que ce que ça empêche, ça veut dire c'est ça que je veux. Je sais maintenant que le vrai message est toujours au niveau de l'être, parce que c'est un message pour notre âme qu'on reçoit avec la maladie. Mon Dieu, que la vie est intelligente. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Ça me fait admirer la création humaine là, quand j'apprends des choses comme ça. Bref, selon leur livre, la maladie, c'est une messagère qui vient t'alerter sur quelque chose qui est non résolu à l'intérieur de toi, comme la colère refoulée, la culpabilité, le rejet de soi. Puis selon la gravité de la maladie, ben ça nous indique l'importance du message ou l'urgence de comprendre. C'est quoi le message? Fait que la maladie, plus la maladie est importante, plus la maladie fait mal, plus elle apporte des conséquences nuisibles et ça, plus ça veut dire qu'on s'aime pas assez. Tu sais. Quand on dit la maladie a un message d'amour, moi je m'imagine que si je suis malade, quelqu'un vient me dire « Hey, c'est un message d'amour que tu as à comprendre », j'ai envie de lui dire « Ben va te faire voir ». Absolument, c'est pas évident. Hein? Mais quand on comprend comment ça fonctionne, oui. Hein, dans le fond, pourquoi je suis malade, je vais résumer ici, c'est qu'à la base, un conflit que je vais avoir, qui va naître en moi, souvent, il va provenir d'une interprétation d'un manque d'amour. Alors, je dis bien une interprétation, je ne dis pas un manque d'amour. Si je me sens rejeté, je me sens abandonné, je vis de la frustration, tout ça. Souvent, ça provient d'une interprétation d'un manque d'amour qui va créer un conflit chez moi. Et ce conflit-là va se transférer, va créer un stress au niveau de mon cerveau parce que je vis ce conflit-là. Alors, le stress, il peut s'accumuler jusqu'au moment où, dans mon cerveau, le stress va être tellement grand que je vais appeler ça, je suis en surstress. Okay. Alors, quand je suis en surstress, mon cerveau, et ça fonctionne depuis des milliers d'années, hein, c'est pas nouveau, mais c'est peut-être nouveau qu'on l'apprenne, mais c'est pas nouveau le fonctionnement. C'est mon surstress psychologique va se changer en un stress biologique sous forme de maladie pour libérer mon cerveau de 99% du stress. On ne peut pas vraiment adhérer à ces philosophies-là si on ne croit pas que nos croyances ont une puissance extraordinaire. Je vais vous donner un exemple. Imaginons qu'une mère dit tout le temps à son enfant « Mets ton foulard, là, sinon tu vas avoir la grippe. » Mais qu'est-ce que vous pensez qui va arriver le jour où est-ce que son enfant va oublier son foulard, qu'il va se promener le cou à l'air? Même rendu une fois adulte, s'il a adhéré à cette croyance-là étant jeune, ça risque de continuer dans le temps. Puis à chaque fois qu'il va oublier de mettre un foulard, il va pogner une grippe. Pourtant, un autre adulte qui s'est jamais fait dire ça, mais qui est dans les mêmes conditions sans foulard, va rester en bonne santé.
Il y a une méta-analyse d'études qui a été publiée en 2023. Cette méta-analyse va démontrer que les nocebo, les croyances négatives, vont amplifier la sensation de douleur si on a un apprentissage conditionné. Ça, en termes clairs, ça veut dire que si tu penses que tu vas avoir mal, ça risque d'augmenter la douleur réelle, là, même si tu es une personne bien portante. Durant la pandémie, l'effet nocebo a fait beaucoup de dommages. Il y a un bon exemple avec Alyssa Milano qui se faisait croire qu'elle perdait plus de cheveux que d'habitude à cause de la COVID. Je vais vous laisser écouter la vidéo. Hi everybody. I just wanted to show you the amount of hair that's coming out of my head as a result of COVID. One brushing. This is my hair loss from COVID-19. Wear a damn mask. Bon, de un, moi j'en perds 3 fois plus à chaque fois que je me lave les cheveux, là. Mais de 2, je pense que sa perte inhabituelle de cheveux est sûrement due au stress causé par la propagande de peur des médias. Faut savoir que le stress intense, la peur constante et l'hypervigilance, provoquées par les médias et les réseaux sociaux, là, ont vraiment le pouvoir de déclencher une perte de cheveux, là. On appelle ce phénomène effluvium télogène. Quand le corps il vit trop de stress, là, il met en pause toutes des fonctions qui sont non essentielles, comme la croissance capillaire. Donc, le genre de panique collective, de psychose sociale là, qu'on a vécu durant la pandémie, ça avait le pouvoir de créer des réels effets physiques, sans aucun lien là, avec le virus. Ça, c'est ce qu'on appelle un effet nocebo. Mais comme l'effet placebo, que vous connaissez sûrement, il faut y croire pour que ça marche. Positivement ou négativement. C'est le pouvoir des croyances. Il y a un autre cas fascinant qui illustre vraiment bien le pouvoir des croyances. Ça a été relaté en 1995 dans le British Medical Journal. C'est un chef de chantier, 29 ans. Il a sauté sur une planche et il y a un clou de 15 cm qui est sorti de sa botte. Les ambulanciers sont arrivés, ils l'ont amené. En chemin, le gars, il criait tellement de douleur qu'ils ont été obligés d'y donner des opioïdes et des sédatifs. Arrivé à l'hôpital, les médecins, ils ont enlevé sa botte puis ils ont resté stupéfaits. Le clou était passé entre 2 orteils, sans traverser la peau. L'homme, il n'y avait aucun dommage au pied. Pas une goutte de sang, pas de bleu, même pas une petite égratignure, là, rien. Pourtant, sa douleur était vraiment réelle. Pour quelle raison? Le pouvoir du mental. Mental toughness! La dureté du mental! Il y a un mémoire qui a été présenté à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il y a les auteurs d'une étude qui sont cités dans ce mémoire, qui arrivent à la conclusion que le cerveau humain fait pas nécessairement la différence entre une image imaginée et la réalité. Donc, si on met notre attention sur une image mentale, qu'elle soit négative ou positive, il va avoir une réaction dans le corps. Encore une fois, la puissance du mental. Dans ce même mémoire, il y a plusieurs études qui rapportent que la perte d'un proche précède souvent de 6 à 18 mois le diagnostic d'un cancer. Donc, choc émotionnel. Le corps reçoit un choc et réagit par la maladie. Ce qui m'amène à parler des émotions refoulées. Les émotions qui ne sont pas exprimées, moi je pense qu'ils vont aller se cristalliser dans le corps, créer des nœuds qui vont empêcher la fluidité de l'énergie vitale. Je vais prendre l'exemple d'une personne avec une alimentation parfaite, une personne qui fait du sport, est en bonne santé, là. Puis tout d'un coup, il y a une maladie qui se déclenche. Donc oui, les saines habitudes de vie sont importantes, mais exprimer ses émotions, ça l'est tout autant. Je vais prendre l'exemple du cancer du poumon. On pourrait dire, c'est à cause de la cigarette. Si c'était juste la cigarette, comment on explique qu'il y a des gens qui n'ont jamais fumé qui vont développer le cancer du poumon? Puis il y a des personnes qui fument comme des cheminées qui n'auront jamais ce type de maladie. Selon Lise Bourbeau et Jacques Martel, le cancer des poumons est souvent lié à une grande tristesse, un deuil non résolu ou un sentiment d'étouffement émotionnel.
Un cancer des poumons, ça peut refléter une difficulté à respirer la vie. Donc, les émotions fortes et refoulées gardent le corps sous tension. Ça va activer le stress, ça va dérégler les hormones, puis ça va affaiblir le système immunitaire. À force d'endurer tout ça, le corps va réagir, puis le déséquilibre va favoriser soit l'apparition ou l'aggravation d'une maladie. Le stress chronique, c'est comme un poison lent. Ça va entretenir l'inflammation dans le corps. Bon, c'est sûr que la science académique ne fait pas encore le lien de cause à effet entre les émotions et le cancer, par exemple. Mais il y a toute une série d'études qui démontrent qu'il y a un lien d'association. Je vous ai parlé des livres de Lise Bourbeau et de Jacques Martel. Maintenant, j'aimerais vous parler du livre du docteur Julien Drouin, « Cancer et si nos émotions pouvaient nous guérir ». Lui aussi, il va dans le même sens que les deux précédents. Des émotions refoulées ou un choc émotionnel ont le pouvoir de créer une maladie. Mais là, on arrive à la question qui tue. Si les maladies sont engendrées par des croyances ou des émotions refoulées, pourquoi les bébés puis les enfants seraient malades? Ça, c'est une question assez délicate, puis je vais essayer d'y répondre de mon mieux. À mes yeux, il y a 3 raisons qui expliqueraient ça. Les 2 premières sont basées sur de la science et la dernière est basée sur des croyances spirituelles. La première raison qui pourrait expliquer pourquoi un enfant est malade, c'est qu'il a pris sur lui, il a absorbé le mal de ses ancêtres. En 2014, il y a une étude qui a eu lieu sur des souris. Il y a des chercheurs qui ont démontré que quand il y a une génération qui vit un traumatisme, ça va être transféré dans les gènes des générations suivantes, dans leur ADN, là. Par exemple, s'il y a des souris qui ont été traumatisées avec l'association d'une odeur et d'une douleur, ces petits, en sentant la même odeur, vont éprouver de la douleur, même si eux-mêmes n'ont jamais vécu cette association. La deuxième raison qui pourrait expliquer pourquoi certains enfants sont malades, c'est qu'ils auraient vécu un choc émotionnel, un traumatisme, même s'ils étaient dans le ventre de leur mère, comme s'ils avaient absorbé une trop grande charge émotive que leur petit corps n'était pas capable de contenir. Puis là, mon but, c'est pas de culpabiliser les mères, là, c'est juste de vous partager des études qui ont été faites. Il y a des études récentes qui montrent que le stress vécu durant la grossesse va affecter directement les gènes de l'enfant. Mais ça peut être bénéfique aussi. Si on a une maman qui fait de la gestion du stress, ça peut affecter positivement les gènes de l'enfant. Donc, les récentes études prouvent que nos émotions et nos traumatismes peuvent laisser une empreinte biologique qui se transmet. Mais ça peut aussi ne rien avoir avec la grossesse. L'enfant tombe malade qui est un peu plus vieux. Il y a un excellent documentaire d'environ 40 minutes qui a été réalisé en 2019, « Life Overtakes Me », des vies en suspens. Le documentaire suit des enfants réfugiés en Suède qui ont vécu des traumatismes extrêmes. Puis ils se retrouvent comme dans un état proche du coma, souvent après des expériences de guerre vécues dans leur pays. C'est une condition qui est appelée le syndrome de résignation. Je vais vous montrer un extrait de la bande-annonce. Через деякий час вона вообще начала отказываться от еды и реагировать на все. The immigrants that developed the condition seem to come from certain parts of the world. These children and their families have almost exclusively been subject to trauma. Ես կասեմ, երբ որ մենք եկանք Շվեդիա, իմ տղան հոգեբանական ահավոր ստրես էր ապրում եւ մենք իջև. The children have seen a lot. We're talking about children who are really sick in a serious way. When I do the examination, I tell the parents this is a way of protection. She is just waiting for the situation to be better. Puis la troisième raison, est basée sur des croyances spirituelles. Moi, je crois que les enfants malades, en fait, n'étaient pas obligés de se réincarner sur la Terre. C'est des petits anges qui ont choisi de venir ici brièvement, le temps de transmettre une leçon de vie à leurs parents. Leur mission, c'était de s'incarner pour vivre très peu de temps, puis ensuite quitter leur corps. Pour moi, ça fait du sens. Mais tu sais, je vous demande pas d'être d'accord, là.
On a parlé des enfants malades, maintenant je voudrais parler des maladies héréditaires. C'est tellement intéressant. Parce que souvent, les gens qui ont des maladies héréditaires, ben, ils s'assoient là-dessus comme une vérité fondamentale, puis « Ah, je peux rien faire, c'est héréditaire ». Mais selon la philosophie de « Écoute ton corps », les blessures émotionnelles, nos peurs ou les croyances limitantes peuvent se transmettre par l'éducation et l'imitation, pas seulement par des gènes. Je vais vous donner 3 exemples concrets. Le premier exemple, l'obésité. En métaphysique, l'obésité, c'est un manque de satisfaction affective. C'est des émotions retenues ou un besoin inconscient de protection. Donc, si les parents ou les grands-parents ont vécu un rapport relationnel bien compliqué avec la nourriture, bien, il y a des chances qu'ils transmettent leurs croyances et leurs comportements à leurs enfants ou petits-enfants. L'enfant, même s'il n'est pas en âge de parler, peut capter ces énergies-là et peut imiter ce genre de comportement. Le deuxième exemple, les menstruations. Moi, j'ai eu mes premières règles super tôt dans un camp de vacances. J'avais aucune douleur, mais j'ai été vraiment surprise à un moment donné de retrouver du sang dans le fond de mes bobettes. Et je l'ai caché à ma mère pendant longtemps. Puis un moment donné, ben ça s'est su, hein? Parce que les mères, ça sait tout. Puis quand ma mère l'a su, ben on a commencé à parler des règles, à me partager sa propre expérience. Puis là, j'étais plus ouverte à entendre l'expérience des autres femmes. Puis il y a quelque chose qui revenait souvent, c'était la douleur. Les maudites règles, le sang abondant, puis les douleurs, puis les crampes. Ben, inconsciemment, j'ai adopté cette croyance-là que c'était normal d'avoir mal quand on avait nos règles. Il y a une étude qui démontre que les symptômes menstruels dits héréditaires sont pas seulement dus à la génétique, sont dus à des croyances, à des attitudes, à des comportements transmis dans la famille. Donc oui, il y a les gènes qui viennent jouer, mais il y a une bonne partie de l'héritage émotionnel, culturel qui va venir affecter la façon dont l'enfant va vivre ses règles. Puis un dernier exemple, c'est celui du côlon irritable. Il y a une étude qui montre que les enfants dont la mère souffre du syndrome du côlon irritable, ils ont plus tendance à avoir mal au ventre puis à faire ce genre de malaise, même sans cause médicale claire. Donc les chercheurs savent que c'est pas juste une question de gène. En résumé, la façon dont on pense, dont on parle, dont on vit la maladie en famille va avoir une réelle influence sur la transmission de cette maladie. Donc, comme je l'ai montré, c'est possible de transmettre des croyances limitantes, mais c'est aussi possible de transmettre des croyances aidantes. Moi, très jeune, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui nous a transmis la croyance aidante que si on avait le pouvoir de se rendre malade, on avait aussi le pouvoir de se guérir. Elle nous a montré que notre corps nous parlait puis que c'était notre devoir à nous de l'écouter. Donc, avant de vous parler des autres cas de guérison exceptionnels, je vais vous partager 3 expériences personnelles. Quand j'étais enfant, je faisais des amygdalites à répétition. Puis vers 8-10 ans, ben, j'ai eu l'ablation des amygdales. Mais ils ont repoussé. C'est genre, je pense, de 5% de chances que ça repousse, ben, les miennes ont repoussé. Donc, vu que c'était un problème récurrent et que ma mère était une adepte de Lise Bourbeau, elle savait que l'amygdalite, ben, c'est souvent une colère refoulée à des mots qu'on va retenir ou qu'on a de la misère à exprimer. Tu sais, les amygdales sont dans la gorge, le chakra de la communication. Puis quand ils vont être enflammés, c'est souvent le signe d'un conflit intérieur entre ce qu'on voudrait dire et ce qu'on garde pour soi, de peur d'être jugé, rejeté ou blessé. Donc, sachant ça, ma mère m'a invité à voir un spectacle d'humour de Daniel Lemire à l'époque. Juste moi puis elle. Faut savoir qu'on est 3 chez nous, puis c'est moi l'aîné. Puis je me rappelle à l'entraque, elle m'a demandé « Y a-tu quelque chose que t'aimerais me dire, mais que t'oses pas me dire? » C'est sûr que souvent, avec un enfant, faut insister un petit peu, parce que non. Puis je sais pas comment qu'elle a réussi son coup, mais elle a réussi à me faire avouer que oui, je trouvais pas ça facile de vieillir, que là, je trouvais qu'on passait plus assez de temps ensemble, juste elle puis moi. Puis qu'elle donnait trop d'importance à mon frère puis à ma sœur. Puis c'est pas parce que je vieillissais que j'en avais moins de besoin. Ben, j'ai tout exprimé ça, là. Puis après la confession, je n'ai plus jamais eu de problème avec mes amygdales. Je les ai encore. Deuxième exemple, j'ai 26 ans, je suis au Costa Rica et je sens une bosse dans mon sein gauche. Une pas pire bosse. Assez pour m'inquiéter puis aller chez le médecin. On passe une échographie et on voit une masse intense. Il me dit, on va faire une biopsie. Finalement, j'ai une tumeur cancéreuse bénigne. Mais il me dit, ça serait vraiment important d'opérer pour l'enlever, là, au cas que ça s'aggrave. Non, j'ai refusé.
Je sais qu'il y en a qui vont me traiter de folle, mais moi, je sais que je peux me guérir autrement. Donc, je fais mes recherches, puis j'apprends que le sain est lié à la nourriture émotionnelle, au don de soi et aux soins maternels. Le message profond pour moi, c'était de donner sans me vider, que j'avais besoin de me materner moi. Donc, j'ai travaillé sur le message, j'ai fait un jeûne de 10 jours et j'ai mis de l'huile de ricin. C'était le médecin qui m'avait recommandé ça. Il me dit ça va absorber la tumeur. Et tout ça combiné a fait en sorte que 5 ans plus tard, quand je suis allée passer une mammographie au Québec, j'avais plus rien. C'est pas un conseil médical, je suis pas en train de vous dire quoi faire. Je vous partage mon expérience. Puis le dernier exemple, en avril 2020, ça fait environ 1 mois que la pandémie est déclarée, puis je commence à avoir des plaques en arrière des mollets, des plaques qui piquent, là. Puis au fil du temps, ça empire. J'arrive à un point en 2022 que j'ose même plus me mettre en short. Je veux dire, il fait 38 dehors, là, puis je sors en jeans longs. Mes plaques sont rouges, je me gratte au sang, c'est dégueulasse. Donc, je suis allée voir une médecin qui me prescrit un papier pour aller voir des dermatologues. J'ai vu 2 dermatologues au Québec. Ils ont fait des tests, ils ont gratté tout ça, puis ils savaient pas ce que j'avais. Mais ils pouvaient me prescrire de la crème cortisol, par exemple. J'étais comme, j'en veux pas de ta crème, je veux savoir c'est quoi pour pouvoir me guérir moi-même. Finalement, en mai 2023, j'ai vendu mon condo puis je suis partie 5 semaines en République dominicaine. Mes plaques ont commencé à diminuer tranquillement. Après, j'étais allée passer 5 mois au Costa Rica. Mais comme ça guérissait pas, j'allais voir un autre dermatologue au Costa Rica. Puis lui, d'un coup d'œil, il m'a dit, ben là, ce que tu fais, c'est du psoriasis en gouttes. Il a fait des tests qui ont confirmé son diagnostic, puis il me dit ça, malheureusement, c'est comme un feu sauvage. Ça se guérit pas. Ça va revenir à chaque fois que tu as des crises de stress. Fait que le truc, là, c'est calme-toi. Donc, j'ai décidé de faire mes recherches. Puis en métaphysique, le psoriasis en gouttes, ben, c'est lié directement à des blessures de rejet ou d'humiliation. C'est un conflit intérieur entre le besoin d'amour et la peur d'être blessé. En résumé, ça démontre un trop-plein de sensibilité émotionnelle que la personne essaie de cacher derrière une carapace protectrice. Ben, c'est exactement ce que j'ai vécu durant la pandémie. Ça me faisait tellement capoter tout ça, puis je voulais me battre, mais je voulais pas être rejetée, j'étais humiliée, j'ai perdu tous mes amis, il a fallu que je m'en fasse d'autres, puis j'ai cherché à me protéger. Puis à quel endroit c'était sur mes jambes? Les jambes, ça sert à quoi à avancer? Ben aujourd'hui, ça fait bientôt 2 ans que j'ai quitté le Québec, que je me suis éloignée du stress post-pandémie, puis aujourd'hui, je peux me mettre en maillot sans problème, j'ai des belles jambes, c'est comme si de rien. Bref, comme le dit si bien Lise Bourbeau, le corps n'est pas un ennemi, c'est un guide. Je vous ai parlé des livres de Lise Bourbeau, de Jacques Martel, du docteur Julien Drouin, mais il y a un livre tout aussi intéressant de la docteure Kelly Turner, Rémission radicale, qui compile 1000 témoignages de rémission spontanée. Dans son livre, elle raconte l'histoire de Marianne, ça doit être un pseudonyme. Ben Marianne, elle souffre d'un cancer du sein qui n'arrête pas de récidiver. Elle a eu une trahison amoureuse qu'elle digère pas. Après une hypnose dans laquelle elle a parlé à son corps, elle a pu pardonner et exprimer sa rage qui l'habitait. Ben, sa tumeur est disparue sans chimio. Dans une étude de 2024 sur plus de 1500 cas de rémission radicale, 78% des survivants vont parler de l'importance de la libération émotionnelle. Le docteur Drouin raconte une histoire d'un homme stade 4 du cancer de la prostate, puis avoue enfin son homosexualité à sa famille. Après des décennies de secrets, tu sais, le gars, il a eu un mariage hétérosexuel, là. Puis avec la thérapie émotionnelle, il s'est libéré. Mais il y a eu une rémission en 3 mois qui s'explique pas par la science. Libération des émotions diminue les marqueurs d'inflammation chez des hommes atteints de tumeurs de la prostate. On sait aujourd'hui que l'inflammation, c'est quand même le facteur majeur dans le déclenchement du cancer. Donc, encore une fois, un impact important. Alors, ce qui est vraiment génial, c'est qu'il y a des études qui montrent que lorsque vous libérez les émotions, la survie est doublée. Donc, par exemple, l'Institut du cancer d'Ontario a conduit une étude qui a évalué justement l'effet d'un programme d'expression des émotions, il y a marqué négatif, mais je préfère dire désagréable, sur la survie de 22 patients
qui étaient atteints d'un cancer métastatique, qui était considéré comme incurable. Ils attendaient un taux de survie d'1 an. Et bien, les gens qui ont participé à ce programme d'expression des émotions, le taux de survie médian observé fut 2,25 fois plus long que celui qui a été prédit. Et d'une manière assez incroyable, 6 des 22 patients étaient toujours en vie 5 ans après le début de l'étude. On parle de cancer métastatique incurable, et qui vivent 5 ans après le début de l'étude. Il y a aussi le cas de Michel, à 50 ans. Il est diagnostiqué d'un lymphome avancé qui revient tout le temps malgré les traitements. Puis là, je vais citer son témoignage parce que c'est super beau. Lorsque le cancer a récidivé, avant d'accepter une chimio lourde, j'ai rencontré un kinésiologue avec qui j'ai commencé un travail sur moi. Je me suis notamment libérée de la peur de ce que les autres pouvaient penser. J'ai aussi abordé le traitement différemment, entrepris un jeûne, pratiqué des visualisations positives pendant les séances. J'étais en rémission avant même d'avoir terminé le protocole. Sa tumeur a régressé rapidement, puis en moins de 2 ans, il était complètement rétabli. Sans explication médicale claire. Il y a aussi les travaux de Bernie Siegel qui sont super intéressants. Au fil des ans, ce chirurgien a compilé des centaines de cas où la guérison était directement liée à des changements émotionnels profonds. Il a écrit 3 livres à ce sujet-là. Il y a aussi le cas de Estelle Daves. Elle a un site web écœurant qu'elle explique toute son histoire. Ça se passe en 2020. Elle a eu un cancer du sein. Elle appelle ça un « happy cancer ». Pourquoi? Parce que son cancer lui a permis de faire des grandes prises de conscience, comme un cadeau évolutif. Donc, en parlant à son corps, elle a pu identifier un traumatisme, un sentiment d'impuissance et de remords lié à un abandon émotionnel d'un proche qu'elle n'avait pas pu pleurer. Elle va finir par se libérer par de l'écriture thérapeutique, puis elle va se pardonner. Elle a une rémission complète en 6 mois, confirmée par des scanners. Il y a aussi le cas de Sophie, qui a du psoriasis sévère sur 70% de la surface de son corps. En 2020, ça fait déjà 15 ans qu'elle vit dans la honte sociale. Je la comprends, j'en avais juste derrière les mollets, puis ça m'énervait, là. Les dermatologues vont dire « c'est génétique, fait qu'il y a juste des petits traitements temporaires, là. » Après avoir lu le grand dictionnaire des malaises et maladies de Jacques Martel, elle va entreprendre un travail sur elle-même. Elle aussi a fait beaucoup d'écriture dans un journal, puis elle va faire des affirmations positives. Après seulement 3 mois, ses plaques étaient en régression. Ça faisait 15 ans qu'elle traînait ça. Et je vais enfin terminer cette partie avec le docteur Raik Amer, qui va lui aussi dans le même sens que tous les autres que je vous ai nommés avant. Selon lui, un choc émotionnel ou un conflit non résolu peuvent créer une maladie dans le corps. La nouvelle médecine germanique. Comme quoi des conflits biologiques ont souvent un lien avec la maladie, même le cancer. Je vais conclure en disant que c'est vrai que Lise Bourbeau, Jacques Martel, le docteur Julien Drouin, Kelly Turner, Bernie Siegel, le docteur Amer, tous ces gens-là ont une philosophie très controversée par la science moderne. C'est pas pantoute accepté comme étant un consensus scientifique, non. Mais ceux qui aiment ça, là, des supposés consensus scientifiques, 70% de toutes les maladies sont liées directement ou indirectement au stress. Apprendre à réguler son système nerveux, c'est en soi un acte de guérison, ou du moins de prévention. Il y a le docteur retraité Robert Béliveau qui donne des conférences sur la gestion du stress. Dans la description, je vous laisse des liens vers la cohérence cardiaque qui prend 5 minutes à faire, ou d'autres genres de méditation guidée que moi, personnellement, j'adore. À mes yeux, la prévention, c'est la meilleure chose qu'on peut pas faire. S'assurer de rester en santé. Je veux pas décourager personne, là, mais des médecins au Québec, ils risquent d'en avoir de moins en moins. Donc, mieux vaut prévenir que guérir. En tout cas, j'espère que ce contenu vous a plu. Puis si c'est le cas, je vous invite à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Ça fait vraiment une grande différence pour les algorithmes. Puis si le cœur vous en dit, puis vous en avez les moyens, vous pouvez faire un don de 2 façons. Soit par Stripe, qui est une alternative à PayPal, ou par Interac, si vous le désirez. Une autre façon de m'encourager aussi, c'est de vous abonner à mes réseaux sociaux, surtout Facebook et X. Comme je vous l'ai dit, je laisse tous les liens dans la description. Mais en attendant le 14e épisode, merci pour votre écoute. Je vous embrasse.
Mouah.